Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept qui va probablement être nouveau pour pas mal de tout le monde, euh, les isotopes. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez être capable d'expliquer c'est quoi un isotope, c'est quoi la différence entre un isotope et un radioisotope, euh, et vous allez pouvoir, on va explorer pourquoi la masse atomique n'est pas un nombre entier, mais est un nombre fractionnaire. Alors, on a vu, vous savez qu'un atome contient des électrons, des protons et des neutrons. Rutherford, quand lui faisait ses expériences, il a déterminé que la masse des protons représentait environ la moitié de sa masse totale d'un atome. Puis Rutherford savait déjà que les électrons n'étaient pas dans le noyau. Puis les électrons pèsent beaucoup moins que les protons. Leur masse est négligeable comparée aux protons. Donc, il fallait avoir quelque chose d'autre dans le noyau d'un atome. Parce que la masse n'était pas juste des protons. Les électrons ne changent pas la masse grandement. Donc, il manquait quelque chose. Donc, Rutherford a proposé que les neutrons existent. Que les neutrons ont la même masse qu'un proton, mais que les neutrons n'ont aucune charge. Donc, en regardant au modèle à droite ici, on voit qu'on a un noyau avec un montant de protons et de neutrons. Puis ce noyau-là constitue la masse de l'atome et qu'on a des électrons qui circulent autour du noyau. On sait que c'est pas dans des couches parfaites, que c'est vraiment des nuages électroniques. Donc les électrons sont à l'extérieur du noyau et équilibrent la charge positive du noyau. Donc, un isotope. Ben, c'est quoi un isotope? Il faut savoir que le nombre de protons dans un noyau ne peut pas changer. Parce qu'on a besoin des protons pour équilibrer les électrons. Si tu n'as pas assez de protons pour équilibrer les électrons, l'atome ne serait pas stable et il se décomposerait. Par contre, le nombre de neutrons peut varier. Okay? Ça, c'est un concept très important à savoir. Puis deux atomes qui ont le même nombre de protons, mais différents nombres de neutrons. On appelle ça des isotopes. Okay? Alors, donnons un exemple d'un isotope. On a l'hydrogène. L'hydrogène a une masse atomique de 1 et un numéro atomique de 1. Dans votre tableau périodique, vous allez voir que le numéro atomique se retrouve en haut, la masse atomique se retrouve en bas. Quand on va écrire des symboles juste de façon, juste dans nos notes, on va faire l'inverse. Le standard, c'est qu'on l'écrit à l'inverse. Alors ici, j'ai mon hydrogène, j'ai ma masse en haut et mon numéro en bas. Okay? Donc, hydrogène à la base a un proton, 0 neutron. Parce que la masse c'est 1, puis la masse c'est la somme des protons puis des neutrons. Puis le numéro c'est 1, puis le numéro c'est le nombre de protons. Donc, l'hydrogène a 1 proton, 0 neutron. Mais, nous pouvons avoir ce qu'on appelle l'hydrogène 2. L'hydrogène 2 a quand même un numéro atomique de 1. Il a quand même un proton. Mais l'hydrogène 2 a aussi un neutron. Okay? L'hydrogène 2 est un isotope de l'hydrogène 1. On appelle l'hydrogène 2 le deutérium. C'est le nom commun pour l'hydrogène 2. On peut même ajouter un autre neutron. On a l'hydrogène
3. L'hydrogène 3 a encore son proton. Okay? Dans les isotopes, les numéros de protons ne changent pas. L'hydrogène 3 a 2 neutrons. On appelle ça le tritium, par exemple. Okay? Alors, ça, c'est les 3 isotopes de l'hydrogène. Chaque isotope a le même nombre de protons, mais des différents nombres de neutrons. Donc, la masse change, le numéro ne change pas. OK. Alors, on sait que les protons dans un noyau s'éloignent l'un de l'autre. Les protons exercent une force de répulsion. Okay? Deux charges identiques ne veulent pas être un à côté de l'autre. Ils veulent être le plus loin que possible de l'autre. Okay? Les charges opposées se trouvent. Les protons veulent aller trouver des électrons pour se neutraliser. Donc les protons vont essayer de s'éloigner l'un de l'autre. Les neutrons sont là pour stabiliser les protons. Parce que sans les neutrons, les protons essentiellement exploseraient l'atome parce qu'ils iraient le plus loin que possible l'un de l'autre. Tous les protons s'éloigneraient l'un de l'autre. Donc les neutrons stabilisent les protons, permet aux protons d'exister dans un noyau contenu. Si le montant de neutrons et de protons par contre ne sont pas assez bien équilibrés, le noyau ne sera pas stable. Donc, si on a des isotopes avec des différents montants de neutrons, on sait que les isotopes, c'est des atomes qui ont des différents montants de neutrons. Si le montant de neutrons dans un isotope n'est pas suffisant pour équilibrer les protons, ces isotopes-là vont se désintégrer pour aller trouver une forme qui est plus stable. Ils peuvent avoir des résultats explosifs. Puis on appelle ce genre d'atome un radioisotope. Okay? C'est pas un isotope qui aime écouter la musique, c'est un isotope qui n'est pas stable, qui va se désintégrer pour aller trouver un format plus stable. Un exemple, disons. On a le cobalt. Le cobalt 60 a 27 protons et a donc 33 neutrons. Le cobalt 60 est un radioisotope. C'est pas stable. Savoir si un isotope est stable ou non, vous pouvez le rechercher vous-même sur Internet, mais on ne va pas explorer les raisons spécifiques pourquoi, pour savoir si c'est stable ou non. Juste que vous connaissez le concept des radioisotopes. Donc le cobalt 60 va se désintégrer. Puis la façon qu'il va se faire, c'est que un neutron va devenir un proton et un électron. Donc notre nouveau atome va avoir un numéro atomique de 28 parce qu'on ajoute un proton à notre noyau. Et la masse va rester le même parce qu'on a converti un neutron dans un proton, donc on a quand même la même masse, parce que les neutrons et les protons ont la même masse, puis les électrons ont une masse négligible. Donc la masse ne change pas, le numéro atomique change. Donc le cobalt 60 va devenir le nickel 60, parce que le nickel a un numéro atomique de 28. Et il va lâcher un électron. On appelle ça une désintégration bêta. Puis
cette énergie sous forme d'électrons qui est lâchée, c'est ça la radiation. C'est de là où vient le terme radioisotope. La radiation qui a un effet très négatif sur le corps humain, c'est lâcher de l'énergie sous forme d'électrons pendant la désintégration. En fait, c'est un peu comme ça. Ben, en principe, c'est comme ça qu'un un centre nucléaire, comme on a à Pickering, fonctionne. C'est la désintégration de radioisotopes qui crée de l'énergie qui chauffe l'eau pour faire tourner une turbine, en principe. Ok, donc, j'ai mentionné dans la dernière vidéo que la masse atomique n'est pas un nombre égal, mais un nombre fractionnaire. Par exemple, la masse du carbone, c'est 12,01 unités. Pourtant, le carbone 12, l'isotope principal du carbone, a 6 protons et 6 neutrons. Donc, pourquoi est-ce que la masse n'est pas juste 12? C'est parce que la masse atomique sur le tableau périodique représente la moyenne des masses atomiques de tous les isotopes possibles. Okay? Donc, le carbone, par exemple, a à peu près, je pense, 8 ou 9 différents isotopes. Principalement, il y a le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Donc, la masse atomique sur le tableau périodique, c'est la moyenne de la masse de tous ces isotopes selon leur abondance dans la nature. Donc, à peu près 99% du carbone dans le monde est du carbone 12. 1%, c'est du carbone 13 et une très petite portion, c'est le carbone 14. Donc, on prend, puis ça, c'est la teneur isotopique. La teneur isotopique, c'est l'abondance, le montant de chaque isotope qui existe dans la nature. Donc, en tenant compte des abondances, on peut calculer la moyenne, la masse moyenne de l'élément dans la nature. Faisons un exemple. Je vais faire la question numéro 4 à la page 19 de votre manuel. Alors, ça dit que dans la nature, il existe du magnésium 24. Alors, magnésium 24. À une abondance, une teneur de 78,99%. Et on a le magnésium 25 qui est à 10%. Et on a le magnésium 26 à 11,01%. La masse atomique de chacun de ces isotopes, c'est 23,99 U, 24,99 U et 25,99 U. Oh, excuse, 25,98 U. Puis on veut savoir quelle est la masse atomique moyenne du magnésium. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour chacun des isotopes, on va multiplier la masse par la teneur. Donc, on a 23,99 fois 78,99%. Puis on répète la même chose pour les autres. Donc, on a 24,99 fois 10% et 25,98 fois 11,01%. Puis ça va nous donner la portion de la masse totale, de la masse moyenne, que chaque isotope représente. Donc ici, on va avoir à peu près 2,499. Puis là, il faut que j'aille chercher une calculatrice. Ok, donc la masse, la contribution du magnésium 24, c'est 18,95. Et la contribution du magnésium 26, c'est 2,86. Donc là, une fois que nous avons
les contributions à la masse moyenne de chaque isotope, on a juste à les ajouter ensemble. Et ça nous donne une masse totale moyenne de 24,31 unités. Et si on vérifie la masse du magnésium dans notre tableau périodique, justement, c'est exactement 24,31 unités. Okay? Donc, c'est de là d'où vient la masse atomique moyenne. C'est une moyenne de chaque isotope selon sa teneur isotopique. Donc, je vous encourage fortement de pratiquer ces calculs. À la page 19 de votre manuel, il y a 10 questions pratiques. Je viens d'en faire une, mais il vous reste 9 que vous pourriez faire. Il y a un autre exemple à la page 18 qui démontre ce genre de calcul. Pratiquez ça jusqu'au point où vous pensez, où vous vous sentez confortable à le faire. Dernièrement, pour conclure cette vidéo, j'aimerais ajouter à vos connaissances. Même moi, je viens juste d'apprendre ce que je suis en train prêt à vous dire. J'ai fréquenté une conférence en novembre 2015 pour les profs de sciences de l'Ontario. Et il y avait un professeur de l'Université de Waterloo, un professeur de chimie qui est venu nous parler pour nous mettre à jour un peu de les connaissances de chimie les plus récentes. Puis chose qu'il nous a dit, c'est que la masse atomique n'est pas constante. Et en fait, sur les tableaux périodiques d'aujourd'hui, souvent, nous allons voir ce qu'on dit des intervalles de masse atomique. Donc, par exemple, l'oxygène, la masse atomique peut varier entre 15,99 et 16. Pour le carbone, la masse atomique n'est pas en fait constant à 12,01, mais ça peut varier de 12 jusqu'à 12,02. Puis, pourquoi est-ce que c'est le cas? Ben, c'est parce que la teneur isotopique n'est pas constante. Et ça va changer selon la région d'où vient l'échantillon. Donc, par exemple, si on examine le carbone au Canada, ça se peut qu'on voit une distribution de 99% carbone 12 et 1% carbone 13. Puis disons qu'on s'en va en Chine, on étudie un échantillon de carbone et on voit que là-bas, c'est 98,9% carbone 12 et 1,1% carbone 13. Disons Canada. Puis cette variation de la teneur isotopique, évidemment, va changer la masse atomique parce qu'on a vu que la masse atomique dans le tableau périodique est basée est une moyenne de tous les isotopes dans la nature. Donc, je veux juste que vous soyez au courant de ça. Dans nos cours de chimie cette année et l'année prochaine, nous allons quand même continuer à utiliser la masse atomique qui est imprimée dans votre tableau périodique. Mais je veux que vous soyez au courant de ça au cas où vous voyez un tableau périodique qui contient les intervalles. Et il est possible que si vous vous rendez à l'université en chimie, ce soit nécessaire de faire plusieurs différents calculs selon l'intervalle de masse atomique qui est possible. Donc c'est juste pour vous dire que la masse atomique n'est pas constante et nous n'avons pas vraiment une valeur absolue pour la masse atomique de n'importe quel atome.